Aujourd'hui à l'émission Ma participation sociale, on vous parle de mobilité, d'activités et de lieux signifiants pour favoriser les liens sociaux et on débute par les défis de maintenir des liens sociaux forts. Bonne émission! Selon les recherches, à quel point et comment la participation sociale des personnes âgées a été affectée par la pandémie? C'est vraiment l'implication d'une personne dans des activités qui lui procurent des interactions avec d'autres, dans la communauté, dans des espaces partagés et selon ce qui est important pour elle, selon son contexte aussi. Donc oui, la pandémie a affecté la participation sociale des aînés, notamment parce qu'il y avait des directives qui étaient claires sur le fait qu'on devait restreindre ses allées et venues dans la communauté et chez autrui. Donc, l'idée derrière ça, c'est que les gens ont développé une certaine crainte. Donc, il y a des données au début de la pandémie qui disent qu'il y avait 2 aînés sur 5 qui avaient des craintes relatives à contracter le virus. Puis il y avait jusqu'à 9 aînés sur 10 qui mentionnaient éviter les contacts sociaux, les sorties dans la communauté, etc. Donc, il y a eu une perte qualitative et quantitative de la participation sociale. En plus, il y a eu une augmentation de l'âgisme, donc cette discrimination basée sur l'âge qui a fait en sorte que certains aînés se sentaient stigmatisés lorsqu'ils sortaient dans la communauté, donc allaient restreindre leur intégration dans la communauté. J'imagine qu'il y a eu des impacts aussi sur la participation des bénévoles au niveau des services. On a vu qu'il y avait comme une restriction des activités intergénérationnelles, des activités sportives, culturelles, de loisirs. Donc, une diminution de l'offre de services, notamment à cause de cette diminution des bénévoles qu'il y avait dans les organismes communautaires. Outre les effets négatifs de la pandémie, on a dû faire des apprentissages avec cette fameuse pandémie. Il y a eu une grande augmentation de l'utilisation des aspects technologiques. Donc, plusieurs organismes qui se sont procurés des tablettes grâce à des fondations. Ça a été très aidant, hein? Des organismes qui ont voulu faire des cours d'apprentissage à l'utilisation de la technologie, de différentes plateformes, mais aussi le prêt d'ordinateurs usagés ou de tablettes. Là, je vois qu'on travaille beaucoup au niveau de la prévention pour la participation sociale, mais quand les gens ont des incapacités physiques ou cognitives, comment on fait pour les rejoindre, ces personnes-là? Puis comment on a fait pendant la pandémie? Eh bien, parmi les interventions prometteuses, il y a l'accompagnement personnalisé citoyen d'intégration communautaire qu'on appelle l'APIC, qui permet de rejoindre les aînés avec des incapacités. Ça avait été initialement développé pour les personnes avec un traumatisme crânio-cérébral, puis l'équipe de Mélanie l'a adapté aux aînés. Et puis l'APIC, ça enrichit vraiment les visites d'amitié qui sont actuellement proposées par les organismes du milieu. C'est vraiment pour favoriser la participation sociale et l'intégration dans la communauté des personnes qui sont accompagnées. Et puis du coup, avec ce jumelage, eh bien, l'aîné va pouvoir utiliser ses ressources, ses capacités pour s'intégrer dans sa communauté. Je suis, mettons, en perte légère d'autonomie ou j'ai des troubles cognitifs. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes-là au niveau de la participation sociale? Oser. On dirait oser. Même avec une perte d'autonomie, il faut oser participer socialement. Il faut surtout se donner des objectifs qui sont réalistes en fonction de ses capacités et de ses ressources personnelles. Et puis, en fonction que ce soit une perte d'autonomie en lien avec l'audition, la vue, la mobilité ou encore la mémoire, il y a des options qui s'offrent à vous. Julie, qu'est-ce qu'englobe le concept de mobilité chez les personnes vieillissantes? Par mobilité, ce qu'on entend, c'est la capacité à se déplacer comme on le souhaite, en toute sécurité dans sa communauté, pour faire les activités qui sont importantes pour nous. Donc, c'est vraiment intimement lié à la possibilité de faire ce qu'on veut, en fait. J'imagine que là, il y a des freins pour cette libre circulation. Ça serait lesquels? C'est sûr que quand on avance en âge, les capacités peuvent changer. Ça peut emmener quelqu'un à avoir un peu moins de marge de manœuvre pour faire face aux différents obstacles qu'on peut rencontrer dans les déplacements.
On peut penser à des obstacles physiques comme des escaliers, mais il y a aussi les freins sociaux qu'il ne faut pas négliger. On peut penser à des revenus qui sont plus limités, à un réseau social plus restreint. Puis pour certaines personnes aussi, il y a la stigmatisation qui peut être liée à certaines conditions. C'est ça. Fait que, comme société, c'est vraiment important qu'on tente de diminuer ces freins-là le plus possible. Mais comme individu qui avance en âge aussi, c'est important d'essayer de les anticiper, ces freins-là, et puis de prévoir des moyens de les contourner. Justement, si on peut prévoir, si je pense à plus tard et à une perte éventuelle de mon permis de conduire, j'ai plus le droit de conduire. Qu'est-ce qui se passe avec ça? La conduite auto, c'est une activité qui est très complexe. Ça fait appel au sens, aux capacités physiques, aux capacités cognitives pour être capable de réagir rapidement. Donc, quand les capacités changent, ça peut venir affecter notre aisance à conduire, ça peut faire augmenter les risques, puis on peut penser un jour avoir à peut-être abandonner la conduite auto, même si on est encore capable de faire plein de choses, là. Mais comment je me prépare à cet arrêt de conduire? Oui, quand on parle d'anticiper les freins, c'est sûr que c'est une bonne chose d'essayer d'apprendre des nouvelles façons de se déplacer quand on est encore en pleine possession de nos moyens. Fait que ce qu'on voit, c'est que des fois, les personnes aînées, quand ils apprennent à prendre l'autobus, par exemple, ils sont plus inquiètes au début, mais une fois qu'ils ont appris à le faire, elles trouvent que ça leur donne vraiment plus d'autonomie. Puis même les personnes qui conduisent encore, des fois, ils vont utiliser l'autobus pour aller à des endroits où le stationnement est plus rare. Ou il y en a plusieurs qui nous ont dit aussi que c'était, pour eux, ils se sentent plus outillés pour faire face à une perte éventuelle du permis de conduire. Si je pense à perdre mon permis de conduire ou je m'y prépare, je pourrais utiliser le transport en commun accompagné. Oui, c'est ça. Bien, un truc, ou en tout cas des trucs que je recommanderais à des gens qui veulent apprendre à prendre le transport en commun, ce serait de demander aux gens dans leur entourage, les accompagner pour explorer les sites web des compagnies de transport ou même pour faire des premiers trajets avec eux. Puis aussi, de ne pas hésiter. Là, quand on prend l'autobus, c'est correct de faire connaître nos besoins. Par exemple, de demander au chauffeur d'abaisser le plancher de l'autobus pour qu'on puisse monter à bord plus facilement. Vraiment faire émettre ses attentes. Oui, c'est ça. Je sais qu'on a la chance ici d'avoir un projet qui s'appelle Mobile Aîné. Oui, bien, il y a des aînés, puis plusieurs partenaires qui travaillent avec notre équipe de recherche pour mettre en place une application web et puis un service téléphonique où les personnes aînées vont pouvoir avoir toute l'information qui est nécessaire pour planifier leur déplacement. Donc, c'est vraiment un ajout à ce qui existe déjà et ça peut se répandre à travers le Québec après? Oui, c'est ça. C'est sûr qu'on le développe à Sherbrooke. Par contre, la structure qu'on est en train de mettre en place pourrait être utilisée ailleurs avec les ressources en transport local. Émilie, vous faites partie d'une équipe qui travaille à créer une communauté amie des aînés. Ça veut dire quoi, ça? Oui, en fait, dans le cadre de ce projet, on travaille avec des aînés, des proches aidants et des partenaires du milieu, dont la Société Alzheimer de l'Estrie, pour développer une communauté bienveillante pour soutenir les personnes qui vivent avec des troubles neurocognitifs comme la maladie d'Alzheimer et pour leurs proches. Ce projet-là est en place dans 2 régions, en Estrie et à Wendake également. Ce qu'on entend par communauté bienveillante, c'est un espace où les personnes qui sont atteintes et leurs proches se sentent inclus et soutenus. Puis c'est également un endroit où les gens font preuve de respect et d'ouverture, puis où l'environnement physique est accessible. Comment vous avez fait pour connaître les besoins et les attentes des personnes atteintes et de leurs proches? Au cours des 2 dernières années, on a fait des dizaines de consultations auprès d'aînés, de proches aidants, auprès de bénévoles et d'employés d'organismes qui travaillent avec des aînés. Puis, ce qui est ressorti de ces consultations-là, en fait, c'est que pour les personnes atteintes, ce qui est important, c'est de préserver leur autonomie, d'être reconnues pour qui elles sont et également de continuer à pratiquer des activités qui sont importantes pour elles, qui leur tiennent à cœur. Puis pour les proches, ce qui est important, c'est le partage de leur rôle de soutien auprès des personnes atteintes, mais également que les sorties qu'elles font avec elles soient faciles et accessibles. Puis, pour répondre à ces besoins-là, on a, entre autres, développé une formation pour différentes organisations, dont le service de police de Sherbrooke et les bibliothèques. Puis, on propose également des actions pour lutter contre la stigmatisation. Donc, c'est en cours. Tout à fait, c'est en cours, oui. Je vous laisse le mot de la fin. Il faut se rappeler que la maladie, c'est pas ce qui définit qui nous sommes. Puis, il faut voir au-delà des incapacités pour entrer en relation directement avec la personne. Je fais beaucoup
de vélo à Sherbrooke, il y a une communauté de vélo super intéressante et il y a une dimension sociale qui est importante à ce niveau-là. Et aussi, en fait, l'idée de redonner, je suis instructeur au niveau d'un programme de cyclistes avertis avec Vélo Québec et ça permet justement de redonner aux jeunes la façon de faire du vélo de façon sécuritaire. En premier, la famille qui est quand même assez présente dans ma vie. J'ai des sœurs qui sont autour de moi, puis on est souvent ensemble. J'ai des amis. J'ai quand même un bon réseau d'amis. Je suis assez active au niveau de mes amis aussi. J'ai fait longtemps du bénévolat dans ma vie et ça m'a gardée quand même très active au niveau de la société. D'accueillir les jeunes qui voulaient venir travailler à la ferme, au Grand Jardin. Et puis, en s'amusant, en travaillant ensemble, on partageait beaucoup de choses. Puis, ça finissait toujours par un petit rassemblement, un repas ou une consommation qu'on dégustait avec plaisir, dans le plaisir. Moi, dans ma vie, la participation sociale, c'est plus qu'important. 2 jours dans la maison, il y a une journée de trop. Alors, je fais du bénévolat, je fais partie d'un club de cartes, je vais rencontrer des amis. Je fais un petit peu de magasinage, mais pas trop quand même. Participer dans 2 ou 3 différentes organisations ici. Action interculturelle, c'est un autre, c'est table de la concertation pour des aînés. Puis il y a un autre dans notre coin, dans le nord. J'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de connaissances aussi parce que j'ai participé beaucoup à toutes sortes de formations. J'ai même aussi été bénévole 3 ans à la Maison aux Lumières. Donc, j'ai eu des contacts avec les familles qui étaient en deuil. C'était, en tout cas pour moi, ça me réconfortait. S'asseoir sur les bancs d'école, les bancs universitaires à 50, 60, 70, même 80, c'est devenu possible et c'est même courant. Vous avez commencé comme ça, mais vous avez ajouté, mettons, une valeur ajoutée. Pourquoi vous avez fait ça? Moi, quand j'ai eu à préparer ma retraite, j'avais 2 projets. Puis un de ces projets-là, c'est que je voulais retourner aux études. Je voulais retourner à l'université. Et c'est comme ça que je me suis inscrite au cours de l'Université du 3e âge à l'Université de Sherbrooke. Puis, suite à ça, j'ai côtoyé des étudiants et j'ai compris qu'il y avait une association qui s'appelle l'Association générale des étudiantes et étudiants à l'Université de Sherbrooke. L'AGEOS. Alors, il y a des gens que je connaissais qui étaient sur le conseil d'administration et il y avait des sièges vacants. Ils m'ont invité à me joindre. Alors, comme j'ai toujours été sur des conseils d'administration, même quand je travaillais, j'ai spontanément eu le goût de m'impliquer. Puis depuis ce temps-là que je suis à l'AGEOS. Oui, s'impliquer comme bénévole, je pense que ça remonte à l'école primaire pour moi, comme responsable de la caisse scolaire, m'occuper de la distribution du VICO, comme on disait, et pour prendre des vieux termes, là, je m'occupais également de la procure, c'est-à-dire le petit magasin de l'école où on vendait des cahiers, de sorte que j'en ai fait toute ma vie et arrivé à la retraite, les cours d'histoire, entre autres, m'intéressaient particulièrement. J'ai commencé par suivre les cours. Je me suis nommé volontaire pour être représentant de classe. Puis un beau jour, il y a un membre du conseil d'administration de l'époque qui m'a approché pour être sur le conseil d'administration. Et là, ça fait une bonne dizaine d'années que je suis là. C'était pas un tremplin, mais c'était une suite d'apprentissage. Et donc, l'AGEOS, c'est une association d'étudiants aînés et qui permet la participation sociale de tout le monde ou comment vous la favorisez? Je dirais qu'à chaque année, il y a autour de 80 personnes qui, à travers différents comités, différents groupes, s'investissent plus que
je dirais la plupart des étudiants qui, eux autres, viennent pour suivre un cours, pour rencontrer des gens. Donc, on a un bon groupe là, de bénévoles. Pour eux, donc, c'est une forme de participation citoyenne et sociale. Mais si on parle des activités signifiantes, qu'est-ce qui est le plus signifiant pour les étudiants du troisième âge quand ils parlent de l'association ou qu'ils parlent de l'UTA? Ils ont un intérêt à venir chercher à l'université une formation de qualité. Alors, nous, l'Association des étudiants, on a comme particularité dans notre mandat, on veille à la programmation pour favoriser la participation, inviter des gens à venir et connaître l'université du troisième âge. On organise des conférences à chaque session d'été et d'hiver et c'est gratuit. On invite tous les gens à venir. Donc, c'est signifiant dans le sens que ça répond à leurs attentes. À un besoin qui est d'apprendre, mais aussi à socialiser. Et c'est pour ça qu'il y a un intérêt à venir sur les bancs d'école. Et on prend soin de nos bénévoles aussi en organisant une activité à chaque année où on rend hommage à nos bénévoles. J'en suis une, donc. La pandémie, ça a eu beaucoup d'effets sur plein de plans de nos vies. Ça a eu un effet sur la baisse d'inscription à l'Université du troisième âge. Comment l'UTA et l'Association des étudiants, vous agissez pour vous adapter à la situation, pour aussi au changement des 50 ans et plus, parce que les attentes sont différentes. Comment vous faites? Je dirais qu'il y a deux volets là-dedans. Il y a un volet où on parle aux étudiants eux-mêmes et un volet avec l'UTA. Parler aux étudiants, c'est les informer de ce qui se passe. À chaque fois qu'on écrit aux étudiants ou qu'on parle aux étudiants, on leur mentionne l'importance d'en parler autour d'eux. Il n'y a pas meilleur vendeur que quelqu'un qui suit un cours, puis qui aime son cours, puis qui en parle à quelqu'un. D'ailleurs, il y a eu des sondages qui ont été faits par les années passées qui nous apprennent que le bouche à oreille est encore la meilleure façon d'attirer du monde. Mais vous sondez aussi sur les besoins et les attentes des étudiants. Oui, à intervalles réguliers, il y a des sondages. Ces sondages-là qui nous ont appris que le bouche à oreille était le principal canal, mais les sondages également, c'est pour voir qu'est-ce que les gens veulent avoir comme cours de niveau universitaire. Là, on n'organisera pas de partie de cartes. Et je disais tantôt deux volets, un autre volet avec l'UTA et avec l'UTA, la baisse d'étudiants, bien, on le vit à Sherbrooke, mais on le vit à travers les 29 autres antennes qui organisent des activités. Et à ce moment-là, avec l'UTA, il y a des projets en marche pour essayer d'aller chercher de nouvelles clientèles, parce qu'il y en a qui ne reviendront pas, parce qu'ils sont trop vieux ou même décédés. Et j'ai à cœur quand même de rester active à ce niveau-là, autant pour moi que pour la population, parce que je pense qu'il y a plein de bons organismes dans lesquels on peut s'impliquer qui contribuent beaucoup à la collectivité. Alors, je m'attends de rester active à ce niveau-là énormément, oui, à ma retraite. J'aime ça une des choses que je suis active avec Action interculturelle, c'est le projet qu'on a, c'est de briser l'isolement de la gens qui est âgé. Des gens que je côtoie dans mon immeuble, je suis toujours là pour aider. S'il y en a une qui a besoin, à ce moment-là, je vais l'aider, je vais voir qu'est-ce qu'elle a besoin. Des fois, les gens n'osent pas demander. Fait que je questionne en fonction d'avoir la réponse pour être capable de l'aider le plus possible. J'ai développé un petit marché de proximité. J'étais à la campagne, mais près pas très loin de certains lacs et espaces de vie en campagne.
Alors les gens arrêtaient, venaient acheter. Alors moi, je produisais. Il y avait comme là une forme de partage, de redistribution, moyennant un petit marché. Avec le bénévolat que je fais, évidemment que je sers ma communauté. Avec le social que je fais, si dans une journée où je me retrouve aux cartes puis qu'il y a quelqu'un qui est peut-être un peu plus amorphe, bien, à m'entendre rire ou à m'entendre parler, ça peut l'aider. Que ce soit donner de son temps, que ce soit aider, que ce soit rendre service, il y a toujours quelqu'un qui a besoin et ça fait toujours plaisir de pouvoir s'impliquer. Il y a des implications qui demandent plus de temps, d'autres moins. L'important, c'est d'être capable de... En tout cas, pour moi, ça me nourrit le fait de rendre service et de contribuer à améliorer le bien-être des personnes. Concrètement, comment les organisations communautaires vivent la participation sociale? Les personnes peuvent s'impliquer bénévolement en faisant des tâches, mais les personnes également contribuent énormément à la défense collective de leurs droits en venant également parler des problématiques qu'ils vivent. Ils peuvent également se mettre ensemble collectivement pour défendre leurs droits. La participation sociale se vit également beaucoup dans la vie démocratique d'une organisation. J'ai envie de donner l'exemple de Cercovie, là où je travaille. À Cercovie, en fait, on est un milieu de vie. C'est-à-dire que quand les gens viennent, par exemple, pour prendre un repas à la cafétéria, c'est ouvert à monsieur, madame, tout le monde. Les gens se saluent, il y a des liens qui se créent. On a aussi beaucoup d'opportunités de bénévolat, donc des gens qui viennent cuisiner, livrer la popote roulante, travailler dans nos bureaux, encadrer les cours au centre d'activité physique. On a aussi des exemples, par exemple, quand les gens viennent au cours, on a besoin de bénévoles ponctuellement en cuisine et nous en manque, bien on peut aller en chercher. Alors ça se vit de façon très dynamique. Les gens viennent peut-être chercher un service, mais au final, ils offrent un autre service en échange. Ils s'impliquent dans l'organisation. Oui, exact. Les gens s'impliquent énormément dans l'organisation qu'est Cercovie. À chaque année, on peut compter environ 350 bénévoles qui s'impliquent un petit peu partout, une demi-journée par semaine ou plusieurs demi-journées par semaine. C'est différent, on s'adapte à chaque bénévole. Pour nous, à la table régionale de concertation des aînés, la participation se fait surtout au niveau des gens qui y participent, entre autres nos administrateurs qui sont presque tous des aînés bénévoles. Alors le bénévolat est très important et on a en plus des comités proche aidance, comités pour contrer la maltraitance et comités sociopolitiques aussi, où d'autres individus viennent y participer, non seulement les administrateurs, mais d'autres personnes aussi. Donc, c'est une forme de participation sociale et citoyenne. Les deux, oui. Et en terminant, Madame Roberge, qu'est-ce que vous avez à suggérer aux aînés du territoire? Pour atteindre vraiment un but important pour le maintien à domicile, je pense que les municipalités ont intérêt à investir énormément au niveau de la participation sociale pour les aînés, en leur fournissant des lieux bien appropriés pour eux, avec accès universel, entre autres, et aussi des activités qui sont significatives et qui sont intéressantes, parce que dès qu'on participe dans son milieu, on peut regarder ce qui se passe ailleurs et aller voir ailleurs et faire boule de neige de notre participation. Ça devient très important parce que ça augmente la qualité de vie des gens, ainsi que la santé. Donc, vous leur suggérez de s'adresser à leur municipalité, leur ville, leur MRC? Oui, bien, les municipalités Amis des aînés ont dans leur projet, dans leur plan d'action, la participation sociale. Il faut y participer par des cafés citoyens, et ça se fait beaucoup, les cafés citoyens, et les gens répondent, ce qui permet à ceux qui ont moins de mobilité à participer socialement de façon citoyenne et communautaire. J'imagine que les organisations communautaires et les associations prennent en compte l'exclusion et la lutte à la pauvreté dans le cadre de la participation sociale?
Souvent, dans les missions d'organismes communautaires, on vise toujours l'amélioration des conditions de vie des personnes aînées par la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Donc, effectivement, on a souvent en considération là, ces éléments-là dans les actions qu'on porte avec les personnes, les citoyens. C'est comme un préalable. Exactement. Je crois que les organisations sociales vont toujours être une composante importante pour la participation sociale. Je pense que ça permet d'élargir la participation sociale et citoyenne, de sortir de la sphère familiale, de la sphère de quartier. Ça offre des nouvelles opportunités, ça encadre des actions qui peuvent aller plus loin grâce aux organisations. À titre de travailleuse de milieu pour les aînés, est-ce que tu peux nous parler des bienfaits concrets de la participation sociale? J'en vois en individuel. Quand on pense que moi, je rencontre les gens pour les connecter aux bons services, je ne les connecte pas nécessairement pour qu'ils deviennent des bénéficiaires ou des usagers des services. Je les connecte pour qu'eux aussi puissent offrir quelque chose en devenant bénévoles ou tout simplement en étant bénéficiaires puis en profitant d'une opportunité de remercier les bénévoles, de mettre de l'avant ce qui se fait de bien dans leur communauté. C'est une belle chose. Je le vois aussi en groupe. Quand je vois des gens qui participent à des activités de groupe et qui sont donc contents d'avoir créé des liens entre eux, d'avoir créé des nouvelles amitiés, de pouvoir donner de leurs idées pour que d'autres personnes puissent s'aider elles-mêmes. Je le vois même quand je rencontre des gens qui me disent « ben moi, j'arrive pas à faire mon ménage, mais je suis encore capable de faire de la sauce à spaghetti, alors je peux faire un échange avec un voisin qui va venir m'offrir un service. » C'est du genre de bienfaits que je vois. Ça augmente la confiance en soi. C'est une forme de gratitude. C'est une forme d'ouverture vers les autres. Il y a énormément de bienfaits, là. En agissant avec la personne. Oui, exact. En agissant avec la personne, avec ses forces. Des fois, la personne n'est pas capable de voir elle-même ses forces et de lui refléter et de lui offrir des opportunités de mettre en action ces forces-là qu'elle a. Merci d'avoir été des nôtres. Ne manquez pas la prochaine émission Mon grand âge. Sur ce, l'équipe de Pensez Plutôt vous dit à plus tard.